Tu te trouves dans une ruelle pavée de Kyoto, en cette soirée d'automne 1952, quand le parfum délicat du thé vert se mélange à celui de l'encens brûlant dans les temples voisins. Les lanternes rouges commencent à s'allumer une à une, dessinant des ombres dansantes sur les façades de bois sombre. C'est à ce moment précis que tu aperçois une silhouette gracieuse glisser silencieusement entre les maisons traditionnelles. Sa démarche est si particulière, si étudiée, qu'elle semble défier les lois de la physique. Ses jeta résonnent sur les pierres mouillées, dans un rythme hypnotique, et tu comprends immédiatement que tu viens de croiser une geisha. Mais ce que tu ignores encore, c'est que derrière ce masque de poudre blanche se cachent des secrets si fascinants qu'ils pourraient changer ta perception de tout un monde. Comment une femme peut-elle consacrer sa vie entière à la perfection d'un art si subtil que peu d'Occidentaux en comprennent la véritable essence? La réponse réside dans des rituels millénaires, des codes si complexes qu'ils forment un langage secret et des sacrifices si profonds qu'ils touchent à l'âme même de celui qui les observe. Margot Lamure n'aurait jamais imaginé que sa venue au Japon pour traduire des textes anciens l'amènerait au cœur de ce mystère. Cette jeune Française de 28 ans, diplômée en langues orientales de la Sorbonne, avait débarqué à Yokohama 3 mois plus tôt avec ses dictionnaires et ses certitudes. Elle pensait comprendre le Japon à travers les livres qu'elle avait étudiés, ses traités sur l'art et la philosophie zen qui ornaient les bibliothèques parisiennes. Mais la réalité s'avérait infiniment plus complexe et nuancée que tout ce qu'elle avait pu lire. Ce matin-là, assise dans le petit bureau que lui avait prêté l'université de Kyoto, elle contemplait les idéogrammes qui dansaient devant ses yeux fatigués. Les manuscrits du XVIIIe siècle qu'elle devait traduire parlaient de l'art de la conversation, de la musique et de la danse, mais d'une manière si codée qu'elle peine à en saisir le sens profond. Chaque phrase semblait receler plusieurs niveaux de compréhension, comme si les mots eux-mêmes portèrent des masques. Le thé qu'elle buvait avait refroidi depuis longtemps quand quelqu'un frappa doucement à sa porte. Elle leva la tête et découvrit Henri Boisse, cet antiquaire français qu'elle avait rencontré lors d'une réception à l'ambassade. L'homme dans la cinquantaine, au visage buriné par 20 années passées en Asie, avait cette façon particulière de regarder les choses comme s'il cherchait constamment à percer leurs secrets. Henri s'installa dans le fauteuil face au bureau de Margot, observant les manuscrits éparpillés devant elle. Ses yeux gris, habitués à évaluer la valeur des objets anciens, se posèrent sur les textes avec une curiosité évidente. Tu cherches à comprendre quelque chose qui ne peut pas s'apprendre dans les livres, dit-il simplement. Ces manuscrits parlent du monde des geishas, n'est-ce pas? Margot hocha la tête, surprise par la perspicacité de son visiteur. Elle avait effectivement identifié plusieurs références aux quartiers de plaisir et aux arts traditionnels, mais les subtilités culturelles lui échappaient complètement. Tu sais, reprit Henri en croisant les mains, j'ai passé 2 décennies à collectionner les objets de ce pays, et j'ai appris une chose essentielle. Pour comprendre l'art japonais, il faut d'abord comprendre l'âme de ceux qui le créent, et les geishas sont peut-être les dernières gardiennes d'un art si pur qu'il touche au sacré. Henri raconta alors comment, au fil de ses voyages et de ses acquisitions, il avait eu l'occasion d'observer ce monde fermé des geishas. Il avait vu des femmes consacrer leur vie entière à perfectionner des gestes si subtils qu'ils en devenaient invisibles aux yeux non exercés. Il avait assisté à des cérémonies du thé où chaque mouvement était calculé au millième de seconde, où chaque regard portait un message, où chaque silence avait sa propre éloquence. La véritable geisha, expliqua-t-il, n'est pas celle que tu croises dans la rue. C'est une artiste accomplie qui a passé des années à apprendre non seulement à danser, à chanter et à jouer de la musique,
mais aussi à incarner une forme d'idéal féminin, si raffinée qu'elle transcende la simple beauté physique. Margot l'écoutait avec fascination. Elle commençait à comprendre pourquoi ces traductions sonnaient si creuses. Elle tentait de déchiffrer les mots sans saisir l'univers qu'ils décrivaient. C'était comme essayer de comprendre la poésie de Baudelaire en ne connaissant que la grammaire française. Henri se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur un petit jardin zen, les pierres soigneusement disposées et les lignes ratissées dans le sable formaient un paysage miniature d'une beauté saisissante. Si tu veux vraiment comprendre ces textes, tu dois rencontrer l'une d'entre elles, et j'ai peut-être une idée. Dans le quartier de Gion, il y a une maison de thé tenue par une femme remarquable. Camille Mouffa était française comme nous, mais elle a épousé un marchand japonais dans les années 20. Depuis la mort de son mari, elle fait office d'intermédiaire entre le monde occidental et celui des geishas. Elle pourrait peut-être t'aider. L'idée terrifiait autant qu'elle enthousiasmait Margot. Elle avait toujours été plus à l'aise avec les livres qu'avec les êtres humains. Et l'idée de pénétrer dans un univers si codé l'intimidait profondément. Mais sa curiosité intellectuelle était plus forte que ses appréhensions. 2 jours plus tard, elle se retrouvait dans les ruelles étroites du quartier historique de Gion. L'atmosphère y était différente du reste de Kyoto. Chaque détail architectural, chaque enseigne, chaque lanterne semblait avoir été conçu pour créer une ambiance particulière. Les maisons de bois, sombres aux toits incurvés, se succédaient comme dans un rêve, créant un labyrinthe où le temps semblait suspendu. La maison de thé que lui avait indiquée Henri était nichée au bout d'une ruelle, particulièrement discrète. Une petite enseigne en bois portait des caractères que Margot déchiffra difficilement. L'endroit respirait une élégance discrète qui contrastait avec l'effervescence du Japon moderne qu'elle découvrait dans les autres quartiers de la ville. Elle poussa la porte coulissante et découvrit un intérieur d'une beauté à couper le souffle. Chaque élément de décoration semblait avoir été choisi pour créer une harmonie parfaite. Les tatamis immaculés, les cloisons de papier de riz qui filtraient bien la lumière, les arrangements floraux d'une simplicité raffinée, tout concourait à créer une atmosphère de sérénité absolue. Camille Muffat apparut alors, et Margot comprit immédiatement pourquoi Henri avait tant insisté pour qu'elle la rencontre. Cette femme d'une 60aine d'années avait réussi ce prodige de conserver son identité française tout en s'imprégnant profondément de la culture japonaise. Elle portait un kimono de soie sombre avec une grâce naturelle, mais son regard bleu et son sourire chaleureux trahissaient ses origines européennes. « Vous devez être mademoiselle Lamure, dit-elle en français, avec un léger accent qui témoignait de ses longues années au Japon. Henri m'a parlé de votre travail sur les manuscrits anciens. C'est un domaine fascinant, mais je dois vous prévenir que vous vous aventurez sur un terrain particulièrement délicat. » Camille l'invita à s'asseoir sur un coussin face à une table basse où elle avait disposé le service à thé avec un soin méticuleux. Chacun de ses gestes était d'une précision remarquable, et Margot réalisa qu'elle assistait probablement à une version simplifiée de la cérémonie du thé traditionnel. « Vous savez, reprit Camille, en servant le thé vert dans de délicates tasses de céramique, la plupart des Occidentaux pensent connaître les geishas à travers quelques images d'Épinal. Ils imaginent des femmes objets, des créatures exotiques destinées au plaisir des hommes. C'est à la fois vrai et complètement faux. » Elle marqua une pause, observant la vapeur qui s'élevait de sa tasse, avec une attention presque méditative. Margot sentait que cette femme pesait chaque mot avant de le prononcer, comme si elle cherchait à transmettre quelque chose d'essentiel, mais d'infiniment délicat. « La geisha authentique est avant tout une artiste, » continua Camille. « Elle a consacré sa vie à maîtriser des disciplines si exigeantes qu'elles requièrent une abnégation totale. Mais cette abnégation
lui donne en retour un pouvoir subtil sur ceux qui l'entourent. Elle devient capable d'incarner tous les fantasmes masculins tout en gardant une distance émotionnelle qui la protège. Margot buvait ses paroles autant que son thé. Elle commençait à entrevoir la complexité psychologique de ces femmes qu'elle n'avait jusque-là perçue qu'à travers le prisme de ses lectures académiques. Camille se leva et se dirigea vers une armoire de laque noire, dont elle sortit un petit coffret de bois précieux. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des objets qui semblaient sortis d'un autre temps. Des peignes en écailles, ornés de fleurs dorées, des épingles à cheveux surmontées de perles, des flacons de parfum en porcelaine. Ces objets appartenaient à une geisha que j'ai connue dans ma jeunesse, expliqua-t-elle. Elle s'appelait Yukiko et elle était considérée comme l'une des plus accomplies de sa génération. Elle m'a appris que derrière chaque geste, chaque parole, chaque sourire d'une geisha se cache un art consommé de la séduction, mais une séduction si raffinée qu'elle devient presque spirituelle. Margot examina les objets avec fascination. Chacun d'eux racontait une histoire, témoignait d'une époque où la beauté féminine obéissait à des codes si stricts qu'ils en devenaient un langage à part entière. Elle commençait à comprendre pourquoi ces manuscrits lui résistaient de tant. Ils décrivaient un monde où chaque détail avait son importance, où rien n'était laissé au hasard. Camille remit délicatement les objets dans leur coffret et regarda Margot avec une expression à la fois bienveillante et grave. Si vous souhaitez vraiment comprendre ce que vous traduisez, je peux vous présenter à quelqu'une qui incarne encore cette tradition, mais je dois vous prévenir que c'est un privilège rare, même pour une Française comme moi qui vit ici depuis 30 ans. Le cœur de Margot se mit à battre plus fort. Elle sentait qu'elle se trouvait à un tournant de sa compréhension du Japon et peut-être même de sa propre existence. L'opportunité qui se présentait à elle dépassait largement le cadre de ses traductions académiques. Camille continua, sa voix prenant une tonalité plus confidentielle. Il y a dans ce quartier une geisha nommée Sayuri, qui accepte parfois de recevoir des étrangers triés sur le volet. Elle est l'héritière d'une tradition qui remonte à plusieurs siècles, et elle possède des connaissances que même les spécialistes japonais respectent. Mais attention, elle ne supporte ni la curiosité vulgaire, ni les questions indiscrètes. L'après-midi touchait à sa fin quand Margot quitta la maison de thé de Camille. Sa tête bourdonnait de tout ce qu'elle venait d'apprendre, et elle réalisait que ses mois d'études à Paris n'avaient été qu'une préparation très superficielle à la réalité qu'elle découvrait maintenant. En rentrant à son hôtel, elle croisa de nouveau cette silhouette gracieuse qu'elle avait aperçue quelques jours plus tôt. Cette fois, elle osa observer plus attentivement cette femme qui semblait glisser sur le sol plutôt que marcher. Son kimono de soie rouge, orné de motifs délicats, flottait autour d'elle comme un nuage coloré, et ses cheveux étaient coiffés dans un style si élaboré qu'il devait nécessiter des heures de préparation. Mais ce qui frappa le plus Margot, ce fut l'expression de son visage. Malgré le maquillage blanc qui masquait ses traits naturels, ses yeux révélaient une intelligence vive et une profondeur qui contredisaient tous les stéréotypes occidentaux sur ces femmes. Cette geisha n'était pas une poupée exotique, mais une personne complexe qui avait choisi de faire de sa vie une œuvre d'art. De retour dans sa chambre, Margot reprit ses manuscrits avec un regard complètement nouveau. Les phrases qui lui semblaient obscures quelques heures plus tôt commençaient à prendre sens. Elle comprenait maintenant que ces textes ne décrivaient pas seulement des techniques artistiques, mais tout un mode de vie, une philosophie de l'existence basée sur la recherche de la perfection dans les moindres détails. Elle travailla tard dans la nuit, prenant des notes fiévreusement. Chaque page qu'elle traduisait lui révélait un aspect nouveau
de cet univers fascinant. Il était question de la manière dont une geisha devait se tenir, de la façon dont elle devait incliner la tête pour exprimer différentes nuances d'émotions, de l'art subtil de la conversation, où chaque silence avait sa propre éloquence. Vers minuit, épuisée mais exaltée par ses découvertes, elle posa son pinceau et contempla les lumières de Kyoto qui scintillaient dans l'obscurité. Demain, si Camille tenait sa promesse, elle rencontrerait une véritable geisha. Cette perspective la terrifiant et l'enthousiasmait à la fois. Elle avait l'impression d'être sur le point de franchir une porte invisible, de pénétrer dans un monde où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus, où la beauté et l'art se mêlaient pour créer quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Et malgré ses appréhensions, elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer, car au-delà de ses traductions académiques, au-delà même de sa curiosité intellectuelle, Margot pressentait que cette rencontre allait transformer sa compréhension non seulement du Japon, mais de la condition féminine elle-même. Dans ce monde où les femmes avaient choisi de faire de leur existence une performance artistique permanente, elle espérait découvrir des vérités sur l'être humain que ses livres n'avaient jamais pu lui enseigner. Tu te réveilles avec cette sensation particulière qui précède les moments importants de l'existence. Margot avait à peine fermé l'œil de la nuit, ressassant les paroles de Camille et imaginant 1000 scénarios pour sa rencontre avec Sayuri. Le rendez-vous était fixé en fin d'après-midi, dans une maison de thé encore plus discrète que celle où elle avait rencontré Camille. L'attente lui semblait interminable. Elle passa la matinée à arpenter les jardins du temple Kiyomizu-dera, espérant que la sérénité des lieux l'aiderait à calmer ses nerfs. Les cerisiers commençaient à perdre leurs fleurs, et les pétales roses tourbillonnaient dans l'air, comme une neige poétique. Des moines en robe safran vaquaient à leurs occupations matinales, leurs sandales claquant doucement sur les dalles de pierre. L'encens brûlait dans les brûloirs en bronze, mêlant son parfum mystique à celui de la terre humide et des végétaux. Mais malgré cette atmosphère apaisante, Margot ne parvenait pas à chasser son anxiété. Elle réalisait qu'elle s'apprêtait à pénétrer dans un univers dont elle ne maîtrisait aucun code. Comment devait-elle se comporter? Quelles questions pouvait-elle poser sans paraître indiscrète? Comment interpréter les silences et les sous-entendus qui, elle le pressentait, constitueraient l'essentiel de leur échange? Vers 15 heures, elle retrouva Camille, qui l'attendait à l'entrée du quartier de Gion. La Française avait revêtu pour l'occasion un kimono particulièrement élégant d'un bleu profond, rehaussé de motifs dorés qui évoquaient des vagues stylisées. Sa démarche s'était adaptée aux vêtements traditionnels, et Margot admirait la façon dont cette femme avait réussi à naviguer entre deux cultures sans en trahir aucune. Elles remontèrent ensemble une ruelle si étroite que leurs épaules effleuraient presque les façades de chaque côté. Les maisons semblaient se pencher les unes vers les autres, créant une intimité presque oppressante. Le soleil filtrait à travers les avant-toits, dessinant des motifs géométriques sur le sol pavé. La maison où nous nous rendons, expliqua Camille à voix basse, est l'une des plus anciennes du quartier. Elle appartient à la même famille depuis le XVIIe siècle. Sayuri en est devenue la dépositaire il y a 15 ans, après la mort de sa mère adoptive. C'est un lieu chargé d'histoire et de tradition. Elles s'arrêtèrent devant une façade particulièrement discrète, sans enseigne ni décoration ostentatoire. Seuls quelques détails architecturaux témoignaient de l'ancienneté et du prestige de l'établissement. Les poutres de bois, sombres patinées par les siècles, les ferrures en bronze ciselé, les panneaux de bois coulissants d'une facture exceptionnelle. Camille frappa selon un code particulier. 3 coups brefs, suivis de 2 plus espacés. Une jeune femme en kimono simple vint leur ouvrir et les conduisit à travers un dédale de couloirs et d'escaliers
jusqu'à une pièce située à l'étage. L'architecture intérieure révélait un raffinement extraordinaire. Chaque poutre, chaque cloison, chaque détail décoratif témoignait d'un savoir-faire artisanal porté à la perfection. La pièce où elles furent introduites était d'une beauté saisissante. Les tatamis immaculés reflétaient la lumière douce qui filtrait à travers les panneaux de papier. Dans un angle, un arrangement floral d'une simplicité parfaite associait quelques branches de bambou à 3 fleurs de chrysanthème blanc. Sur une étagère basse, des objets précieux étaient disposés avec un soin méticuleux. Un brûle-parfum en bronze, quelques livres reliés de soie, un éventail ancien fermé. Margot s'agenouilla sur le coussin que lui désignait Camille, tentant d'adopter la posture appropriée malgré sa raideur occidentale. L'attente se prolongea, et elle comprit que cette attente faisait partie du rituel. Dans cet univers codé, rien n'était laissé au hasard, pas même la durée qui précédait l'apparition de la geisha. Quand Sayuri entra enfin dans la pièce, Margot eut le souffle coupé. Cette femme incarnait la perfection esthétique, avec une grâce si naturelle qu'elle en paraissait surnaturelle. Son kimono de soie noire, orné de motifs floraux discrets, épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux étaient coiffés dans le style traditionnel, maintenus par des épingles d'or et d'écailles d'une délicatesse exquise. Mais c'était surtout son visage qui fascinait Margot. Le maquillage blanc traditionnel transformait Sayuri en une œuvre d'art vivante. Sa peau semblait faite de porcelaine. Ses lèvres dessinées au pinceau formaient un arc parfait d'un rouge sombre, et ses yeux soulignés de noir intense exprimaient une profondeur troublante. Pourtant, malgré cette théâtralité assumée, quelque chose dans son regard trahissait une humanité profonde, une intelligence vive qui contredisait l'image de poupée que pouvaient se faire les non-initiés. Sayuri s'agenouilla face à ses invités avec une grâce fluide qui semblait défier les lois de la pesanteur. Chacun de ses mouvements était calculé, chorégraphié, mais cette perfection technique n'excluait pas une certaine chaleur humaine qui transparaissait malgré les conventions. Elle salua d'abord Camille en japonais, puis se tourna vers Margot et lui adressa quelques mots en français. Sa voix était douce et mélodieuse, mais avec une intonation particulière qui donnait à chaque syllabe un poids spécial. Mademoiselle Camille m'a dit que vous étudiez nos traditions anciennes. C'est un travail important, car beaucoup de ces connaissances risquent de disparaître avec les anciens maîtres. Margot était troublée par la perfection de son français. Sayuri avait appris la langue avec une précision remarquable, mais elle l'utilisait d'une manière si particulière qu'elle en devenait presque poétique. Chaque phrase semblait peser, ciseler, comme si elle cherchait à exprimer plusieurs niveaux de sens simultanément. La cérémonie du thé qui suivit fut pour Margot une révélation. Elle avait assisté à de nombreuses démonstrations depuis son arrivée au Japon, mais jamais elle n'avait vu quelqu'un maîtriser cet art avec une telle perfection. Chaque geste de Sayuri était d'une précision millimétrique. Chaque mouvement s'enchaînait avec le suivant dans une harmonie parfaite. Mais au-delà de la technique, c'était l'émotion qui se dégageait de cette performance qui fascinait Margot. Sayuri ne se contentait pas d'exécuter des gestes appris par cœur. Elle les habitait de son être entier, ses mains qui maniaient les ustensiles, ses yeux qui suivaient chaque détail, son corps entier qui participait à la cérémonie. Tout concourait à créer un moment d'une intensité spirituelle remarquable. Vous comprenez maintenant, dit Sayuri en versant le thé dans les tasses de céramique, pourquoi nous consacrons tant d'années à apprendre ces gestes. Il ne s'agit pas seulement de savoir préparer le thé, mais de transformer cet acte quotidien en moment de beauté pure. Margot buvait ses paroles
autant que le thé aux saveurs subtiles. Elle commençait à entrevoir la philosophie qui sous-tendait l'existence de ces femmes. Il s'agissait de transcender le quotidien par l'art, de faire de chaque instant de leur vie une performance esthétique. Dites-moi, continua Sayuri, que cherchez-vous vraiment à comprendre dans vos manuscrits? Car je suppose que vos questions vont au-delà de la simple traduction littérale. Margot hésita un instant avant de répondre. Elle sentait que cette femme avait la capacité de percevoir les non-dits, les motivations cachées, et qu'il était inutile de chercher à lui mentir ou même à édulcorer ses interrogations. Je crois que je cherche à comprendre comment vous faites pour transformer votre existence en œuvre d'art, avoua-t-elle. Dans ma culture, nous séparons généralement la vie et l'art. Vous, vous semblez les avoir fusionnés d'une manière qui me fascine et m'intrigue à la fois. Sayuri sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. Pendant un instant, derrière le masque de poudre blanche, Margot entrevit la femme authentique, avec ses joies et ses peines, ses espoirs et ses renoncements. Vous posez là une question essentielle, répondit Sayuri, mais je crains que la réponse ne soit plus complexe que vous ne l'imaginez. Voyez-vous, devenir geisha implique des sacrifices que peu d'occidentales peuvent comprendre. Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre, qui donnait sur un petit jardin intérieur, où quelques érables commençaient à rougir. Quand j'étais enfant, continua-t-elle, ma famille traversait des difficultés financières importantes. Mes parents ont pris la décision de me confier à une maison de geishas, pensant m'offrir ainsi de meilleures perspectives d'avenir. J'avais 7 ans quand je suis arrivé ici pour la première fois. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Margot comprenait qu'elle assistait à une confidence exceptionnelle, que cette femme acceptait de lever un coin du voile sur son intimité. Les premières années ont été très difficiles, reprit Sayuri. J'ai dû apprendre à renoncer à ma personnalité d'enfant pour adopter les codes de ce monde particulier. On m'a enseigné que mes désirs personnels devaient passer après l'art que j'incarnais. C'était comme si on m'avait demandé de mourir, symboliquement, pour renaître dans un autre univers. Margot était bouleversée par ces révélations. Elle avait imaginé que le choix de devenir geisha procédait d'une vocation artistique, pas d'une nécessité économique et familiale. Cette réalité donnait une dimension tragique à la beauté qu'elle admirait. Mais vous ne devez pas vous apitoyer sur mon sort, ajouta Sayuri avec un sourire qui contenait une pointe de malice, car cette mort symbolique m'a également apporté une forme de liberté que peu de femmes connaissent. En acceptant de jouer un rôle, j'ai acquis une maîtrise sur les hommes que les épouses ordinaires n'ont jamais. Cette remarque intrigua profondément Margot. Elle commençait à entrevoir que la condition de geisha, loin d'être une simple soumission au désir masculin, comportait des aspects de pouvoir et de manipulation qu'elle n'avait pas soupçonnés. Sayuri se leva avec cette grâce fluide qui la caractérisait et se dirigea vers un placard de laque rouge dont elle sortit un shamisen, cet instrument à cordes traditionnel qui accompagne les danses des geishas. L'objet était manifestement ancien et précieux, ses bois patinés témoignant de décennies d'utilisation. Permettez-moi de vous jouer un morceau qui illustre ce que je viens de vous expliquer, dit-elle en s'installant avec l'instrument. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes de Margot. Sayuri ne se contenta pas de jouer. Elle transmutait la musique en émotion pure. Ses doigts couraient sur les cordes avec une agilité stupéfiante, arrachant à l'instrument des sonorités tantôt mélancoliques, tantôt joyeuses, parfois dramatiques. Mais c'était surtout l'expression de son visage qui était saisissante. Malgré le masque du maquillage, elle parvenait à exprimer toute la gamme des émotions humaines. La mélodie qu'elle interprétait racontait une histoire sans parole, l'histoire d'une femme qui acceptait de sacrifier sa vie personnelle pour incarner la beauté idéale.
mais qui trouvait dans ce sacrifice une forme de transcendance. C'était à la fois déchirant et sublime, tragique et magnifique. Quand les dernières notes s'éteignirent, un silence profond s'installa dans la pièce. Margot avait les larmes aux yeux, bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre et de voir. Elle comprenait maintenant pourquoi les manuscrits qu'elle traduisait parlaient de l'art des geishas comme d'une forme de spiritualité. Vous voyez, dit doucement Sayuri en reposant son instrument, nous ne sommes pas seulement des divertissements pour hommes riches, nous sommes les gardiennes d'une tradition esthétique millénaire. Chaque danse que nous exécutons, chaque chanson que nous interprétons, chaque geste que nous accomplissons perpétue un héritage culturel inestimable. Margot hocha la tête, encore sous le charme de la performance qu'elle venait d'assister. Elle commençait à comprendre que ces femmes étaient effectivement des artistes au sens le plus noble du terme, des créatrices qui avaient choisi de faire de leur propre existence le support de leur art. Mais cette compréhension soulevait d'autres questions, plus troublantes. Quel était le prix réel de cette perfection esthétique? Qu'advenait-il de leurs sentiments personnels, de leurs désirs de femme, de leurs aspirations individuelles? Comme si elle avait lu dans ses pensées, Sayuri reprit la parole. Vous vous demandez probablement si nous avons le droit d'aimer, de désirer, de souffrir, comme les autres femmes. La réponse est complexe. Officiellement, nous devons rester célibataires tant que nous exerçons notre art. Mais, officieusement, les choses sont plus nuancées. Elle marqua une pause, regardant Margot avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Certaines d'entre nous entretiennent des relations avec des hommes qui comprennent et respectent notre condition. Mais ces relations sont nécessairement secrètes et souvent douloureuses, car elles ne peuvent jamais déboucher sur une vie normale. Camille, qui était restée silencieuse pendant presque tout l'échange, intervint alors. Ce que Sayuri ne vous dit pas, c'est que cette renonciation leur donne une forme de pouvoir considérable. En restant inaccessibles, elles deviennent infiniment désirables. En refusant de se donner complètement, elles gardent toujours une part de mystère qui fascine leurs admirateurs. Sayuri acquiesça avec un sourire énigmatique. C'est exactement cela. Nous maîtrisons l'art de la frustration contrôlée. Nous offrons juste assez pour captiver, mais jamais assez pour rassasier. C'est une forme de manipulation très raffinée, mais c'est aussi notre protection. Cette révélation bouleversait complètement la vision que Margot avait des geishas. Loin d'être des victimes passives d'un système patriarcal, ces femmes avaient développé des stratégies subtiles pour retourner ce système à leur avantage. La conversation se poursuivit pendant plus d'une heure, touchant à des aspects de plus en plus intimes de la condition de geisha. Sayuri évoqua les rivalités féroces qui existaient entre les différentes maisons, les intrigues complexes qui se nouaient autour des clients les plus influents, les alliances et les trahisons qui rythmaient la vie de ce microcosme particulier. Elle parla aussi de la transmission du savoir, de la façon dont chaque geisha expérimentée prenait sous son aile une ou plusieurs apprentis pour leur enseigner non seulement les techniques artistiques, mais aussi les codes sociaux et psychologiques qui régissaient leur univers. Quand l'entretien toucha à sa fin, Sayuri offrit à Margot un petit cadeau qui la toucha profondément. Il s'agissait d'un éventail ancien, orné d'un poème calligraphié en caractères dorés. Le texte, qu'elle traduisit à voix haute, évoquait la beauté éphémère des fleurs de cerisier et la mélancolie qui accompagne toute perfection vouée à disparaître. Gardez cet éventail en souvenir de notre rencontre, dit-elle, et souvenez-vous que derrière chaque tradition apparemment figée se cachent des êtres humains avec leurs joies, leurs peines et leurs contradictions. En quittant la maison de thé, Margot avait l'impression d'avoir vécu
une expérience transformatrice. Tout ce qu'elle croyait savoir sur les geishas avait été remis en question, nuancé, approfondi. Ces femmes étaient infiniment plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Sur le chemin du retour, Camille lui confia quelques réflexions personnelles sur son propre parcours. Vous savez, dit-elle, quand je suis arrivée au Japon dans les années 20, j'étais comme vous, pleine de certitudes occidentales sur ce qui était bien ou mal, moderne ou archaïque. Il m'a fallu des années pour comprendre que certaines traditions apparemment oppressives peuvent aussi être libératrices, à leur façon. Ces paroles résonnèrent longuement dans l'esprit de Margot. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle contempla l'éventail offert par Sayuri et réalisa que sa perception du Japon et des femmes japonaises avait été profondément modifiée par cette rencontre extraordinaire. Tu ressens cette tension particulière qui précède les révélations importantes. Quand Margot se réveilla le lendemain matin avec l'éventail de Sayuri posé sur sa table de nuit, les événements de la veille lui semblaient presque irréels, comme si elle avait rêvé cette rencontre extraordinaire. Mais l'objet précieux était bien là, témoignage tangible de son incursion dans un monde qu'elle commençait à peine à comprendre. Elle avait rendez-vous avec Henri Boisse en fin de matinée. L'antiquaire avait insisté pour la revoir après sa rencontre avec Sayuri, prétextant qu'il avait d'autres informations importantes à lui communiquer. Margot pressentait que cette conversation allait lui révéler des aspects moins reluisants de l'univers des geishas, ceux que Sayuri n'avait peut-être pas souhaité aborder lors de leur première entrevue. Elle retrouva Henri dans son magasin, un lieu fascinant où s'entassèrent des trésors de plusieurs époques. Des paravents laqués côtoyaient des porcelaines Tang, des sabres anciens reposaient près de sculptures bouddhiques et des rouleaux de calligraphie pendaient au mur comme des témoins silencieux de civilisations disparues. L'odeur de l'encens et du bois ancien imprégnait l'atmosphère, créant une ambiance à la fois mystérieuse et rassurante. Henri l'accueillit avec un sourire qui ne parvenait pas complètement à masquer une certaine gravité. Il l'invita à s'asseoir dans l'arrière-boutique, un espace plus intime où il recevait ses clients les plus privilégiés. Alors, dit-il en versant le thé dans des tasses de porcelaine fine, comment s'est passée votre rencontre avec Sayuri ? Je suppose qu'elle vous a présenté la version la plus noble de leurs conditions. Margot acquiesça, intriguée par le ton légèrement ironique de son interlocuteur. Elle raconta en détail sa visite, la cérémonie du thé, la performance musicale, les confidences de Sayuri sur son enfance et son apprentissage. Henri l'écouta attentivement, hochant la tête à plusieurs reprises. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Sayuri vous a dit la vérité ?» commença-t-il enfin. « Mais pas toute la vérité. Ce qu'elle ne vous a pas raconté, c'est que ce monde apparemment raffiné cache des rivalités féroces et parfois des pratiques assez peu reluisantes. » Il se leva et se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière un paravent. Il en sortit un dossier de cuir rouge qu'il posa sur la table avec une certaine solennité. « Voyez-vous, expliqua-t-il, mon métier m'a amené à côtoyer ce milieu depuis de nombreuses années. J'ai acheté et vendu des objets appartenant à des geishas. J'ai été le témoin de transactions qui dépassaient largement le cadre artistique et j'ai appris que derrière la beauté et la tradition se cachent parfois des réalités beaucoup plus sombres. » Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs photographies anciennes. Certaines montraient des geishas dans des poses traditionnelles, d'autres révélaient des scènes plus troublantes, des femmes visiblement épuisées, des visages marqués par la fatigue et la tristesse, malgré le maquillage élaboré. Ces photos datent des années 30, précisa Henri. Elles ont été prises par un photographe occidental qui s'intéressait
à la condition féminine au Japon. Ce qu'elle révèle, c'est l'envers du décor, la réalité quotidienne de ces femmes qui consacrent leur vie à incarner un idéal de beauté. Margot examina les clichés avec fascination et malaise. Elle reconnaissait les codes esthétiques qu'elle avait admirés la veille, mais quelque chose dans l'expression des modèles trahissait une souffrance que le rituel et l'art ne parvenaient pas complètement à masquer. Henri reprit la parole, sa voix prenant une tonalité plus confidentielle. Il faut comprendre que le système des geishas repose sur une économie très particulière. Ces femmes sont liées à leur maison par des dettes qui peuvent se transmettre de génération en génération. Le coût de leur formation, de leurs kimonos, de leurs instruments, de leur logement, tout cela représente des sommes considérables qu'elles doivent rembourser par leur travail. Cette révélation choqua Margot. Sayuri ne lui avait pas parlé de cet aspect financier qui transformait ces artistes en quasi-esclaves de leurs créanciers. Mais ce n'est pas tout, continua Henri. Les rivalités entre les différentes maisons peuvent devenir extrêmement cruelles. J'ai été témoin de guerres sourdes, où l'on n'hésitait pas à utiliser les moyens les plus vils pour nuire aux concurrentes. Calomnie, sabotage, chantage, tout est permis pour maintenir sa position dans cette hiérarchie impitoyable. Il sortit alors du dossier un document écrit en japonais, couvert de tampons officiels. Ceci est un contrat d'apprentissage datant de 1935. Lisez la traduction que j'ai fait établir. Elle est édifiante. Margot parcourut le texte avec une horreur croissante. Le document stipulait que l'apprenti geisha s'engageait à servir sa maison pendant 15 ans minimum, qu'elle ne pouvait quitter les lieux sans autorisation, qu'elle devait reverser l'intégralité de ses gains à sa propriétaire jusqu'au remboursement complet de ses dettes. En cas de fuite, sa famille était tenue pour responsable des sommes engagées. Ces pratiques existent-elles encore aujourd'hui ? Demanda Margot, bouleversée. Henri haussa les épaules avec une expression ambiguë. Officiellement, non, le Japon moderne a aboli ces formes d'esclavage déguisé. Mais dans la réalité, les liens de dépendance perdurent sous des formes plus subtiles. Une geisha reste attachée à sa maison par des liens psychologiques, financiers et sociaux extrêmement puissants. Il rangea les documents et regarda Margot avec une expression paternelle. « Je ne vous dis pas cela pour détruire votre admiration pour ces femmes, » précisa-t-il. Sayuri est effectivement une artiste remarquable et son art mérite le respect. Mais je pense qu'il est important que vous compreniez toute la complexité de ce système. Margot resta silencieuse un long moment, digérant ces révélations qui bouleversaient sa vision romantique du monde des geishas. Elle commençait à entrevoir que cette beauté qu'elle admirait était parfois le produit de contraintes et de souffrances qu'elle n'avait pas soupçonnées. Henri sembla percevoir son trouble et reprit d'une voix plus douce. « Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Yukino, une geisha que j'ai bien connue dans les années 40. Elle était considérée comme l'une des plus belles et des plus talentueuses de sa génération. Tous les hommes influents de Kyoto se disputaient ses faveurs et elle gagnait des sommes considérables. » Il marqua une pause, son regard se perdant dans ses souvenirs. Yukino était tombée amoureuse d'un jeune artiste peintre, un homme sans fortune, mais plein de talent. Leur liaison était restée secrète pendant plusieurs mois. Mais quand la propriétaire de sa maison l'a découvert, elle a menacé de révéler le scandale si Yukino ne rompait pas immédiatement. Une geisha qui entretient une relation amoureuse authentique perd toute sa valeur marchande. Vous comprenez ? Margot hocha la tête, pressentant la suite tragique de cette histoire. Yukino a cédé au chantage, continua Henri. Elle a rompu avec son amoureux et a continué sa carrière comme si de rien n'était. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Son art avait perdu cette authenticité qui faisait sa force. Elle est morte quelques années plus tard,
officiellement d'une maladie, mais en réalité de chagrin et de désespoir. Cette histoire bouleversa Margot. Elle réalisait que derrière la perfection esthétique qu'elle avait admirée chez Sayuri se cachaient peut-être des drames personnels qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Henri se leva et alla chercher un autre objet dans ses réserves. Il revint avec un petit coffret de bois précieux qu'il ouvrit délicatement. À l'intérieur, sur un lit de soie rouge, reposait un poignard miniature d'une facture exquise. La lame était en acier poli, le manche incrusté de nacre et d'or. Ceci appartenait à Yukino, expliqua-t-il. C'est un tanto, un poignard traditionnel que portaient certaines geishas. Officiellement, il servait à se défendre en cas d'agression, mais il avait aussi une autre fonction, plus sombre. Margot comprit immédiatement l'allusion. Ces femmes qui consacrèrent leur vie à incarner la beauté gardèrent toujours près d'elles l'instrument de leur libération ultime si l'existence devenait intolérable. Cette découverte lui donnait une dimension tragique, supplémentaire à l'univers des geishas. Elle comprenait maintenant pourquoi Sayuri avait évoqué la mort symbolique nécessaire pour embrasser cette condition. Il ne s'agissait pas seulement d'une métaphore artistique, mais d'une réalité psychologique qui pouvait mener à des conséquences dramatiques. Henri referma le coffret et le remit en place avec un soin particulier. « Je ne vous raconte pas tout cela pour vous choquer, dit-il, mais parce que je pense que vos traductions gagneront en profondeur si vous comprenez toutes les facettes de ce monde. Les textes que vous étudiez ont été écrits par des hommes qui idéalisaient ces femmes, mais la réalité était souvent plus complexe et plus douloureuse. » Margot acquiesça, réalisant que son travail académique prenait une dimension humaine qu'elle n'avait pas anticipée. Elle ne traduisait plus seulement des textes anciens, elle exhumait des vies, des souffrances, des espoirs brisés. Henri la raccompagna jusqu'à la porte de son magasin. Avant qu'elle ne parte, il lui tendit une petite carte gravée. « Si vous souhaitez approfondir votre compréhension, voici l'adresse d'une ancienne geisha qui accepte parfois de témoigner. Elle s'appelle Michiko et elle a connu des aspects de ce milieu que même Sayuri préfère oublier. Mais attention, c'est une femme aigrie par l'existence. Ces révélations ne sont pas toujours agréables à entendre. » En rentrant à son hôtel, Margot avait l'impression que tout son univers mental s'était écroulé et reconstruit en une seule journée. La beauté qu'elle avait admirée chez Sayuri lui apparaissait maintenant comme le produit d'un système complexe où l'art et l'exploitation s'entremêlaient de façon indissociable. Elle passa l'après-midi à relire ses manuscrits avec ce regard nouveau. Les passages qui évoquaient la grâce des geishas prenaient maintenant une résonance différente. Elle y discernait des sous-entendus qu'elle n'avait pas perçus auparavant, des allusions à des réalités moins poétiques que ce que laissait paraître la surface du texte. Vers le soir, elle prit la décision d'aller rencontrer Michiko. Elle avait besoin de comprendre complètement ce monde avant de pouvoir prétendre le traduire fidèlement, même si cette compréhension devait la conduire dans des zones d'ombre qu'elle aurait préféré ignorer. L'adresse indiquée par Henri la mena dans un quartier plus populaire de Kyoto, loin du raffinement touristique de Gion. Les maisons étaient en plus modestes, les rues moins soigneusement entretenues. C'était là que finissaient souvent les geishas âgés qui n'avaient même plus les moyens de maintenir leur train de vie d'antan. Michiko vivait au premier étage d'une maison de bois vieillissante. Quand elle ouvrit sa porte, Margot eut du mal à cacher sa surprise. Cette femme d'une 60aine d'années portait encore les traces de sa beauté passée, mais son visage était marqué par l'amertume et la déception. Ses cheveux gris étaient négligemment coiffés et elle portait un kimono de coton simple qui contrastait violemment avec les soies précieuses qu'elle avait dû arborer autrefois. L'appartement était encombré d'objets hétéroclites qui témoignaient d'un passé plus glorieux. Des éventails anciens côtoyaient
des instruments de musique poussiéreux, des photographies jaunies étaient épinglées au mur sans ordre apparent. L'ensemble donnait une impression de désolation qui serrait le cœur. Michiko accueillit Margot avec une politesse glaciale. Elle avait accepté de la recevoir sur la recommandation d'Henri, mais il était évident qu'elle n'éprouvait aucun plaisir à évoquer son passé. « Vous voulez connaître la vérité sur les geishas ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « La vraie vérité ? Pas les beaux contes qu'on raconte aux étrangers crédules. » Margot hocha la tête, pressentant qu'elle allait entendre des choses difficiles. Michiko lui servit un thé amer, dans des tasses ébréchées, bien loin du raffinement qu'elle avait connu chez Sayuri. Puis, elle commença son récit d'une voix monocorde, comme si elle récitait une litanie de griefs accumulés au fil des années. J'ai commencé mon apprentissage à 6 ans. Ma famille était tellement pauvre qu'elle a sauté sur l'occasion de me vendre à une maison de geishas. On m'a dit que j'aurais de la chance, que je deviendrais une dame respectée. En réalité, j'ai découvert un univers impitoyable où les faibles étaient écrasés sans pitié. Elle raconta les humiliations quotidiennes des apprentis, les châtiments corporels pour la moindre erreur, les rivalités féroces entre les filles qui se disputaient les faveurs de leur maîtresse. Elle évoqua aussi les aspects les plus sordides de ce milieu, les geishas contraintes d'accepter des clients aux pratiques douteuses, les jeunes femmes qui sombrent dans l'alcool ou l'opium pour supporter leurs conditions, la soi-disant tradition dont on nous rebat les oreilles, continua-t-elle avec amertume, n'est qu'un vernis destiné à masquer un commerce cynique. Nous étions des marchandises, rien d'autre. Notre beauté, notre talent, nos corps même, tout était monétisé, quantifié, exploité. Ces révélations achevèrent de bouleverser Margot. Elle commençait à comprendre que l'univers des geishas était traversé par toutes les contradictions de la condition humaine, beauté et laideur, art et commerce, spiritualité et matérialisme s'y entremêlaient de façon indissociable. Quand elle quitta Michiko, la nuit était tombée sur Kyoto. Les lanternes de papier s'allumaient une à une, recréant cette atmosphère magique qu'elle avait tant admirée lors de ses premières promenades. Mais maintenant, chaque ombre lui semblait receler des secrets douloureux. Chaque sourire masquait peut-être une souffrance indicible. De retour dans sa chambre, elle contempla une nouvelle fois l'éventail offert par Sayuri. L'objet lui paraissait maintenant chargé d'une symbolique plus complexe. Il représentait certes la beauté et la tradition, mais aussi tous les sacrifices, tous les renoncements, toutes les souffrances qui avaient été nécessaires pour créer cette beauté. Elle comprenait enfin pourquoi ces manuscrits lui avaient semblé si difficiles à traduire. Ils ne décrivaient pas seulement des techniques artistiques ou des codes sociaux, ils témoignaient d'une expérience humaine si particulière qu'elle nécessitait une empathie et une compréhension profonde pour être rendue dans toute sa complexité. Tu ressens cette paix étrange qui suit les grandes révélations. Quand Margot se réveilla après une nuit de réflexion profonde, les dernières semaines avaient bouleversé sa compréhension du Japon, des geishas et peut-être même d'elle-même. Elle avait rendez-vous ce matin avec Camille pour faire le point sur ses découvertes. Mais d'abord, elle voulait retourner voir Sayuri. Elle avait besoin de confronter la geisha à ce qu'elle avait appris, non pas pour l'accuser, mais pour comprendre comment une femme pouvait continuer à incarner la beauté tout en connaissant les aspects les plus sombres de son monde. L'automne avait progressé à Kyoto. Les érables rougissaient dans les jardins, les derniers chrysanthèmes fleurissaient dans les cours intérieures, et cette mélancolie particulière des saisons qui changent imprégnait l'atmosphère. Margot marchait lentement vers le quartier de Gion, observant avec des yeux nouveaux ces ruelles qu'elle avait parcourues tant de fois. Chaque détail architectural, chaque lanterne, chaque enseigne lui parlait maintenant
d'histoires humaines complexes plutôt que d'un simple pittoresque touristique. Quand elle arriva devant la maison où elle avait rencontré Sayuri, elle eut la surprise de trouver la geisha qui l'attendait dans le petit jardin intérieur. Cette dernière était occupée à arranger quelques branches d'érable dans un vase de céramique blanche, créant un ikebana d'une simplicité parfaite. Ses gestes étaient toujours d'une grâce remarquable, mais Margot croyait maintenant déceler dans ses mouvements une mélancolie qu'elle n'avait pas perçue lors de leur première rencontre. « Je vous attendais, dit Sayuri, sans lever les yeux de son arrangement floral. Henri m'a prévenu que vous aviez rencontré Michiko. Je suppose que vous avez des questions à me poser. » Margot s'agenouilla face à elle, admirant la composition florale qui évoquait la beauté éphémère de l'automne avec une justesse poétique saisissante. « Je ne suis pas venue pour vous faire des reproches, dit-elle doucement. Je cherche simplement à comprendre comment vous faites pour continuer, sachant ce que vous savez. » Sayuri sourit, et ce sourire contenait une sagesse teintée de tristesse qui la rendait infiniment humaine, malgré la perfection de son maquillage. Vous posez là la question essentielle, celle que toute geisha se pose un jour ou l'autre. Comment continuer à incarner la beauté quand on connaît la laideur du système qui la produit? Elle se leva, avec cette grâce fluide qui la caractérisait, et invita Margot à la suivre vers la pièce où elle s'était rencontrée la première fois. L'endroit n'avait pas changé, mais l'atmosphère était différente. Il y flottait une intimité plus profonde, comme si les conventions sociales s'estompaient, pour laisser place à une conversation entre deux femmes qui cherchaient à comprendre l'existence. Sayuri prépara le thé selon le rituel habituel, mais ses gestes étaient moins théâtraux, plus naturels. On sentait qu'elle avait décidé de laisser tomber une partie de son masque pour cette conversation particulière. « Michiko vous a dit la vérité, » commença-t-elle. « Ce monde peut être impitoyable, exploiteur, destructeur. J'ai vu des femmes sombrer dans la folie, d'autres se suicider, d'autres encore devenir aussi cyniques et cruelles que leurs oppresseurs. Mais j'ai aussi vu autre chose. » Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre, où les feuilles d'érable dansaient dans le vent d'automne. J'ai vu des moments de beauté si purs qu'ils justifiaient toutes les souffrances. J'ai vu des hommes bouleversés par notre art au point d'en devenir meilleurs. J'ai vu des traditions millénaires préservées grâce à nos sacrifices, et j'ai découvert en moi une force que je n'aurais jamais soupçonnée. Margot l'écoutait avec fascination. Elle comprenait que Sayuri allait lui révéler le secret de sa résilience, la clé qui lui permettait de continuer malgré tout. « Voyez-vous, » continua la geisha, « le système nous exploite, c'est indéniable, mais nous avons appris à l'utiliser aussi. En acceptant d'incarner l'idéal féminin japonais, nous acquérons un pouvoir subtil, mais réel, sur ceux qui nous admirent. Nous devenons indispensables à leur équilibre psychologique. » Cette remarque intrigua profondément Margot. Elle commençait à entrevoir que la relation entre les geishas et leurs clients était plus complexe qu'une simple domination masculine. Sayuri se dirigea vers l'armoire de laque dont elle sortit un objet que Margot n'avait pas remarqué lors de sa première visite. Il s'agissait d'un petit carnet relié de soie rouge, visiblement ancien et précieux. Ce carnet appartenait à ma mère adoptive, celle qui m'a formé. Elle y notait ses réflexions sur notre condition, ses stratégies pour naviguer dans ce monde difficile. Elle me l'a légué en mourant, et il m'a aidé à survivre aux moments les plus durs. Elle ouvrit le carnet à une page marquée d'un signet de soie et lut à voix haute quelques lignes écrites en caractères élégants. Une geisha qui ne comprend pas son pouvoir reste une victime, mais celle qui saisit les mécanismes profonds de la séduction masculine peut transformer son apparente faiblesse en force considérable. L'art consiste à donner l'illusion de la soumission tout en gardant le contrôle de la situation.
Ces mots révélaient une dimension stratégique de la condition de geisha que Margot n'avait pas soupçonnée. Loin d'être des victimes passives, ces femmes développaient des techniques psychologiques sophistiquées pour retourner le système à leur avantage. Sayuri continua à feuilleter le carnet, s'arrêtant sur d'autres passages significatifs. Écoutez ceci, dit-elle. Notre force réside dans notre capacité à incarner simultanément tous les fantasmes masculins, la mère, l'épouse, la maîtresse, la fille, l'amante inaccessible. En refusant de nous enfermer dans un seul de ces rôles, nous gardons toujours une part de mystère qui nous protège. Margot comprenait maintenant pourquoi Henri avait insisté sur le fait que les geishas maîtrisaient l'art de la frustration contrôlée. Elles offraient à leurs clients une expérience émotionnelle complète tout en se préservant psychologiquement. Mais cette stratégie a un prix, ajouta Sayuri en refermant le carnet. Elle exige un contrôle de soi permanent qui peut devenir épuisant. Nous devons constamment jouer un rôle, analyser les réactions de nos interlocuteurs, adapter notre comportement à leurs attentes. Cela laisse peu de place à notre authenticité personnelle. Cette confidence touchait au cœur du dilemme existentiel des geishas. Pour survivre dans ce système, elles devaient développer une forme de dissociation entre leur moi profond et leur persona professionnel. Cette capacité à se dédoubler les protégeait, mais elle avait aussi ses limites. Sayuri se leva et se dirigea vers le shamisen qu'elle avait utilisé lors de leur première rencontre. Cette fois, elle ne joua pas, mais caressa simplement les cordes de l'instrument, produisant des sons étouffés qui ressemblaient à des soupirs mélodieux. Il arrive parfois que le masque colle tellement à la peau qu'on ne sait plus qui on est vraiment, dit-elle d'une voix ou percée, une vulnérabilité inattendue. Dans ces moments-là, je me demande si la femme que j'étais avant mon apprentissage existe encore quelque part, ou si elle a définitivement disparu. Cette confession bouleversa Margot. Elle réalisait que derrière la perfection esthétique de Sayuri se cachait une femme en quête de son identité authentique, une âme qui cherchait à réconcilier ses aspirations personnelles avec les contraintes de sa condition. Mais alors, pourquoi continuez-vous ? Demanda-t-elle doucement. Sayuri sourit, avec une expression qui mêlait résignation et détermination. Parce que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans cette existence apparemment aliénante, en poussant l'art de la séduction et de la beauté à ses limites extrêmes, j'ai touché à quelque chose qui dépasse ma condition personnelle. Il m'arrive, pendant certaines performances, de sentir que je deviens le canal d'une beauté qui me transcende complètement. Elle marqua une pause, cherchant ses mots pour exprimer quelque chose d'indicible. Dans ces moments-là, je ne suis plus Sayuri la geisha exploitée ou manipulatrice. Je deviens une pure incarnation de l'idéal esthétique japonais. Et cette expérience de transcendance justifie tous les sacrifices que j'ai consentis. Margot commençait à entrevoir que l'univers des geishas touchait à des questions philosophiques fondamentales sur l'art, l'identité et la transcendance. Ces femmes avaient choisi de faire de leur existence même une œuvre d'art avec toutes les contradictions que cela impliquait. La conversation se poursuivit pendant plusieurs heures, explorant les aspects les plus intimes de cette condition si particulière. Sayuri évoqua ses relations avec les autres geishas, les amitiés sincères qui pouvaient naître malgré la concurrence, mais aussi les trahisons et les rivalités qui empoisonnaient parfois l'atmosphère des maisons. Elle parla aussi de ses clients réguliers, ces hommes qui venaient les chercher auprès d'elle, une expérience émotionnelle qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Certains étaient des collectionneurs cyniques qui considéraient les geishas comme des objets d'art vivant. D'autres développaient une dépendance affective pathologique à leur égard, mais il y en avait aussi qui comprenaient vraiment l'art qu'elles incarnaient
et qui les respectait profondément. Quand l'entretien toucha à sa fin, Sayuri offrit à Margot un second cadeau, plus personnel que le premier. Il s'agissait d'une photographie d'elle, prise sans maquillage, dans un moment d'intimité. Sur ce cliché, elle apparaissait comme une femme ordinaire, belle certes, mais débarrassée de tous les artifices de sa condition. C'était un témoignage de confiance extraordinaire, car une geisha ne montre jamais son vrai visage aux étrangers. Gardez cette image en mémoire, dit-elle, quand vous traduirez vos manuscrits. Souvenez-vous que derrière chaque phrase sur la beauté des geishas se cache une femme comme moi, avec ses doutes, ses espoirs et ses contradictions. En quittant la maison de thé, Margot avait l'impression d'avoir vécu une expérience initiatique. Elle comprenait maintenant que l'univers des geishas ne pouvait être appréhendé de manière manichéenne. Il s'agissait d'un système complexe où l'exploitation et l'art, la souffrance et la beauté, l'aliénation et la transcendance s'entremêlaient de façon indissociable. Elle retrouva Camille dans son salon de thé pour faire le point sur ses découvertes. La Française l'accueillit avec un sourire complice, devinant que son périple initiatique touchait à sa fin. Alors, dit-elle, en servant le thé dans ses tasses délicates, qu'elle manipulait avec un art consommé, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai passé ma vie dans ce pays. Margot acquiesça, réalisant que Camille avait elle aussi trouvé dans la culture japonaise une manière de transcender les limites de sa condition de femme occidentale du début du siècle. Ce que vous avez découvert sur les geishas, continua Camille, s'applique en réalité à beaucoup d'aspects de la culture japonaise. Ce peuple a développé un art de transformer les contraintes en opportunités, de trouver la beauté dans la limitation, de créer de la liberté à partir de l'acceptation du destin. Cette remarque fit réfléchir Margot sur sa propre existence. N'était-elle pas venue au Japon pour fuir les contraintes de sa vie parisienne? Et n'avait-elle pas découvert ici des possibilités d'épanouissement qu'elle n'aurait jamais soupçonnées? Le soir venu, de retour dans sa chambre d'hôtel, elle contempla une dernière fois les manuscrits qu'il avait menés dans cette aventure extraordinaire. Les idéogrammes qu'il avait tant fait souffrir lui paraissaient maintenant familiers, presque amicaux. Elle comprenait enfin le sens profond de ces textes anciens qui célébraient l'art des geishas. Il ne s'agissait pas de simples manuels techniques ou de descriptions poétiques. Ces manuscrits témoignaient d'une réflexion millénaire sur la condition féminine, sur les rapports entre l'art et l'existence, sur la possibilité de transformer une vie contrainte en œuvre d'art. Ils révélaient comment une civilisation avait créé un espace particulier où des femmes pouvaient exercer une forme de pouvoir et d'expression artistique, même dans un système patriarcal rigide. Margot commença alors la rédaction de sa traduction finale, mais celle-ci avait maintenant une dimension qu'elle n'aurait jamais pu imaginer au début de son séjour. Chaque phrase qu'elle traduisait était enrichie de sa compréhension des femmes qui avaient incarné ces traditions. Chaque métaphore sur la beauté éphémère résonnait de l'écho des confidences qu'elle avait recueillies. Elle travailla tard dans la nuit, portée par une inspiration qui puisait aux sources de son expérience humaine, autant qu'à ses connaissances académiques. Quand elle posa enfin son pinceau, elle avait produit plus qu'une traduction. Elle avait créé un pont entre deux cultures, deux époques, deux manières d'appréhender la condition féminine. Les semaines suivantes passèrent rapidement. Margot acheva son travail de traduction et prépara son retour en France. Mais elle savait que ce voyage l'avait transformée de manière irréversible. Elle n'était plus la jeune académicienne timide qui avait débarqué à Yokohama quelques mois plus tôt. Elle avait découvert des aspects de l'humanité qu'aucun livre ne lui aurait jamais enseigné. Avant son départ, elle rendit une dernière visite à Sayuri pour lui remettre un exemplaire de sa traduction. La geisha lut quelques passages avec attention, puis releva les yeux vers elle
avec une expression de profonde gratitude. Vous avez réussi à saisir l'essentiel, dit-elle. Ces textes retrouvent leur sens véritable grâce à votre compréhension de nos vies. C'est le plus beau cadeau que vous pouviez nous faire. Cette approbation toucha Margot plus que tous les compliments académiques qu'elle pourrait recevoir par la suite. Elle avait réussi à remplir la mission qu'elle s'était assignée sans le savoir, donner une voix à ces femmes extraordinaires qui avaient consacré leur existence à incarner un idéal de beauté. Quand l'avion décolla de l'aéroport d'Osaka, Margot regardait s'éloigner les îles japonaises avec un mélange de nostalgie et d'impatience. Elle avait hâte de partager ses découvertes avec le monde occidental, mais elle savait aussi qu'une partie d'elle resterait pour toujours dans ces ruelles de Gion, où elle avait appris que la beauté authentique naît souvent de la réconciliation entre l'art et la souffrance. Son livre, quand il parut quelques années plus tard, révolutionna la compréhension occidentale du monde des geishas. Mais pour Margot, le véritable trésor de cette expérience résidait dans la leçon de vie qu'elle en avait tirée. Elle avait appris que derrière chaque tradition, apparemment figée, se cachent des êtres humains, complexes, que la beauté la plus pure naît souvent des contradictions les plus douloureuses, et que l'art véritable consiste parfois à transformer sa propre existence en œuvre de création permanente. Les geishas lui avaient enseigné que la perfection n'existe pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité à sublimer cette souffrance en beauté. Cette leçon, elle la porterait en elle pour le reste de sa vie, comme un éventail précieux qui ne se ferme jamais complètement et continue de rafraîchir l'âme de celui qui sait s'en servir.